Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre première matinale du mois de juin. On se retrouve pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques préparées par les équipes de TV Vendée. Et à mes côtés, comme chaque matin, Antoine pour réaliser cette matinale. Et nous commençons sans plus attendre par jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre lundi 1er juin. Vous l'avez peut-être déjà constaté en jetant un coup d'œil dehors ce matin, un léger voile nuageux est présent dans le ciel vendéen, mais le temps reste sec. Les températures, elles, oscillent de 13 à 15 degrés d'est en ouest avec un vent principalement du sud, comptez environ 20 km/h en moyenne sur le département. Et cet après-midi, malgré un ciel toujours légèrement voilé, les températures continuent d'augmenter, comptez 22 à 26 degrés d'ouest en ouest pour cet après-midi. Jetons un coup d'œil également aux horaires des marées du jour. Les coefficients de ce lundi 1er juin, les voici 71. Ils sont à la baisse en ce début du mois de juin. Une première pleine mer avait lieu ce matin à 5h20 et 5h39 du côté de la Tranche-sur-Mer et de Beauvoir-sur-Mer. La prochaine basse mer est prévue à la mi-journée en Vendée. Et avec ces coefficients de 70, nous vous le rappelons, vous avez entre 30 minutes et 1 heure avant et après l'heure de marée basse pour pouvoir traverser sans problème le passage du Gois. Allez, il est l'heure de passer à l'actu avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. À l'occasion de la semaine spéciale dédiée au parcours média sur TV Vendée, gros plan aujourd'hui sur un autre parcours proposé par le département aux jeunes collégiens et collégiennes vendéennes, celui de la classe défense. Nous avons pu par exemple au mois de mai aller à la rencontre de ces jeunes présents lors de cérémonies d'hommage national. 8 classes défense du département ont pu récemment aller à la rencontre des sous-mariniers du Vigilant, sous-marins parrainés par le département depuis 2008, une rencontre que vous fait vivre Grégoire de Châtillon. Si tu me frappes moi je vais te frapper. Un atelier dissuasion, un autre sur la vie à bord, également la détection, mais aussi la propagation du son, autant de stands animés par les sous-mariniers du Vigilant pour les classes défense du département. On ne donne pas une menace à quelqu'un. Déjà, j'aime bien tout ce qui est militaire un peu, tout ce qui est histoire de la France, ça m'intéresse beaucoup et puis ça, c'est un peu comme une passion. En fait, il y a plein de subtilités à écouter, comme par exemple des petits claquements et des choses comme ça. Et c'est ça qui me plaît en fait dans ce métier. Ça me fait un peu bizarre, je suis pas très à l'aise, mais en vrai, faut essayer pour un peu comprendre comment on est dedans. Ça m'intéresse pas forcément de faire ce métier, mais ça m'intéresse un peu de comprendre comment ils font. Fermez les clapets. Être sous-marinier sur le Vigilant, c'est 70 jours en moyenne sous l'eau, sans voir la terre. C'est vrai que ça peut être compliqué de tenir 70 jours sous l'eau, sans avoir de nouvelles. C'est notre deuxième famille, du coup c'est incroyable d'être dedans. On a surtout la cafétéria, notre endroit où on va manger, jouer aux jeux de société, aux cartes, qui est notre grand soutien moral. Depuis 2008, le département de la Vendée parraine le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Nous avons la chance d'avoir 10 établissements scolaires, 10 collèges qui ont une classe défense. Et pour nous, justement, nous voulons faire ce lien entre ces classes défense, ces jeunes qui s'intéressent justement à la vie de notre société et ce sous-marin qui est un grand symbole. Ça permet à nos jeunes qui n'auraient pas l'occasion sinon d'être en contact avec les militaires. La classe défense, c'est un outil pédagogique pour ces jeunes en classe de 3e, mais c'est aussi une transmission, un éveil des enjeux de défense dans un monde plus qu'incertain. Ils sont nombreux et nombreuses à avoir rendu un dernier hommage à la députée Béatrice Bellamy, décédée le 24 mai dernier. Politiques et anonymes se sont rendus à l'église du Sacré-Cœur de La Roche-sur-Yon, où avait lieu une cérémonie religieuse vendredi dernier. Plusieurs figures nationales étaient également présentes, comme le chef de file du parti Horizon, Édouard Philippe, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ou encore l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
C'était une députée très engagée, comme on l'a dit, très solaire, souriante, complètement investie dans son mandat, qui avait embrassé de vrais combats parlementaires. On a besoin de voix dans l'hémicycle et Béatrice était une de celles-là. Elle faisait l'unanimité et on l'a vu lorsque l'hémicycle lui a rendu hommage. L'ensemble de l'Assemblée nationale s'est levé, a longuement applaudi parce qu'il y a eu le recueillement et puis l'hommage qu'on lui a rendu. Et donc elle va nous manquer. Et j'ai pu mesurer à quel point elle était reconnue, vraiment très engagée et vraiment ça a été, c'est ça qui la caractérise et puis surtout c'est la Joséphine. La Joséphine, j'ai le souvenir, j'avais donné le coup d'envoi, le départ à 2 reprises avec elle. C'était vraiment une très belle initiative, une très belle manifestation. Voilà, donc je voulais vraiment rendre hommage à elle et puis apporter bien sûr tout mon soutien à sa famille, à son mari et à ses enfants. C'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment apprécié, encore une fois, par sa simplicité, sa disponibilité et sa bienveillance. L'actualité en Vendée, c'est également un cycliste de 70 ans découvert sans vie sur la voie publique ce dimanche 31 mai dans la commune de Grosbreuil. Les secours ont été avertis hier peu avant 7 heures avant de se rendre sur la route des Sables d'Olonne. C'est dans un fossé que la victime aurait été retrouvée et constatée décédée. Une enquête pour homicide routier a été ouverte et les investigations sont en cours. Un mot désormais de cette manifestation qui avait lieu vendredi dernier devant les grilles du conseil départemental de la Vendée à l'initiative de la CGT. Une cinquantaine d'assistants familiaux étaient sur place pour dénoncer une baisse des remboursements de leurs frais kilométriques liés au déplacement pour véhiculer les enfants dont ils ont la charge. Une baisse sans prévenir qui aurait été opérée depuis le mois d'avril sans aucune justification d'après les manifestants qui demandent des réponses alors que le prix de l'essence est lui toujours au plus haut. On avait un remboursement kilométrique de l'ordre de 40 à 50 centimes du kilomètre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avril. Et depuis avril, malgré l'augmentation du prix du carburant à la pompe, on a une réduction de tarifs de remboursement de l'ordre de 18 centimes, ce qui n'est pas aujourd'hui possible dans le cadre de nos fonctions. Certaines qui pouvaient toucher, alors on va dire un exemple, quand elle emmenait sur un mois un enfant à la crèche, elle avait 650 € de frais kilométriques indemnisés. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 250 € de frais kilométriques indemnisés. Notre emploi fait que nous véhiculons des enfants placés sous la houlette du département. Et quand on doit se déplacer, on demande un remboursement et aujourd'hui le remboursement est moindre. On ne sait pas encore qui est à l'initiative de cette réduction de tarifs. On ne sait pas qui et on n'a aucune justification qui nous a été donnée concernant la baisse de ce taux de remboursement. Et une délégation a pu être reçue par un élu du conseil départemental pour évoquer la question. Ce dernier n'a à ce jour pas donné suite à nos sollicitations. C'est une journée instaurée par la loi du 19 juillet 2013. La journée nationale de la résistance est célébrée à la date de la première réunion du Conseil national du même nom, présidée par Jean Moulin le 27 mai 1943 à Paris. À cette occasion, une cérémonie était donnée au monument aux morts de Fontenay-le-Comte où la résistance a joué un rôle important dans cette ville devenue un centre stratégique pour les Allemands pendant l'occupation. On veut évidemment perpétuer ce devoir de mémoire et la résistance ici aussi à Fontenay-le-Comte, ça veut dire quelque chose. Ça a été évoqué, les maquisards à Mervan, à Fontenay-le-Comte. Et on a souhaité, avec évidemment les services de l'État, puisque c'est une journée nationale, d'honorer la mémoire, en tout cas de nos résistants particulièrement, et la mémoire de Jean Moulin. C'est ce qui a été fait ce matin avec nos anciens combattants. Et nous en sommes en tout cas très fiers. Et ne jamais oublier, pour préparer l'avenir. J'ai voulu donc citer les noms connus, les noms de Guy Moquet, de Guy Charles, etc. Mais à travers eux, c'est tous les anonymes, parce que c'était des soldats de l'ombre, l'armée des ombres. Et j'ai voulu rendre hommage à tous ces anonymes qui ont fait des petites actions pour saper le moral des Allemands et dont on n'a pas les noms en fait. Et bien, tout au long de l'année, toutes les cérémonies sont importantes parce que le devoir de mémoire doit perdurer. Comme on dit, qui oublie son passé est aveugle pour l'avenir.
Vous les croisez peut-être au quotidien, mais connaissez-vous vraiment toutes les missions du gendarme? Et pour répondre à cette question, le groupement de la gendarmerie de Vendée a organisé le week-end dernier la 4e édition de sa journée Portes ouvertes. Les Vendéens et les Vendéennes étaient ainsi invités à venir à la rencontre d'unités comme les gendarmes à cheval ou encore le PSIG. Plusieurs démonstrations comme celle des équipes cynophiles et motocyclistes ont permis au public de mieux appréhender les savoir-faire de l'institution qui compte 700 militaires actifs et 400 réservistes en Vendée. Je suis venu ici pour regarder tout ce que la gendarmerie a à offrir, car moi j'aimerais faire gendarme plus tard et je préfère me renseigner de quelles sont mes possibilités d'avenir, de quelles activités les gendarmes offrent. Je trouve que cette journée c'est fortement intéressante car on peut voir que la gendarmerie peut faire plein de trucs dans le nautique, dans l'aérien, dans le sol, ils font plein de trucs et c'est super bien de se renseigner. Le gendarme protège la population. Pour bien protéger la population, il faut la connaître. On est très attaché à être au contact au quotidien de toute la population. Donc là, on renforce la confiance entre la population et les gendarmes par une meilleure connaissance mutuelle. Le gendarme, ce n'est pas uniquement le motocycliste au bord de la route. Ce sont des militaires qui protègent les mineurs qui sont signalés. Ce sont des militaires qui interviennent sur des violences intrafamiliales, sur des bagarres de rue, sur des homicides, enfin tout ce qui concerne notre métier, mais qui font également de la prévention, qui s'engagent sur tout le spectre des missions de la gendarmerie. Donc c'est important de venir montrer notre savoir-faire. Et on termine ce journal avec un mot de la présentation des skippers de la prochaine Vendée Arctique dont le départ sera lancé dimanche prochain depuis les Sables d'Olonne. Les 9 marins qui affronteront la nouvelle édition de la course étaient réunis le week-end dernier pour venir à la rencontre du public. L'occasion également pour eux d'échanger ensemble avant le départ de la course. Le village de la Vendée Arctique sera lui ouvert jusqu'à dimanche à Port-Rolona. Tous les jours de 10h à 20h, l'entrée sera elle entièrement gratuite. Les skippers, finalement, on se voit pas beaucoup, donc ça nous permet de se retrouver, de discuter un petit peu sur les différents chantiers qui ont été faits, discuter un peu stratégie, technique, etc. Puis outre ça, on s'apprécie quand même beaucoup, on n'est pas nombreux, on est 9 là sur cette course, donc on prend beaucoup de plaisir à se retrouver, à parler un peu entre nous. C'est marrant parce qu'on en dit sans trop en dire, on garde tous nos petites choses à nous, mais on parle, oui, technique, les petites dernières sensations qu'on a pu avoir en qualif, ce qu'on pense de la course. Moi, ça fait la 3e édition, donc ceux qui ne l'ont pas faite peuvent me poser un peu des questions sur ce qu'on peut éventuellement trouver là-bas. Et puisque nous parlons de voile à l'instant, sachez que le skipper vendéen Amaury Guérin a établi un premier temps de référence entre la Guadeloupe et Groix qu'il a rejoint hier, soit un périple de 3390 miles nautiques en 18 jours, 12 heures et 24 minutes. Une performance remarquable pour une transat retour en classe mini. Le Gilocrucien devrait être de retour dans son port d'attache aujourd'hui en fin de journée. Pour rappel, il était resté 6 mois au Canada à l'issue de sa mini transat fin 2025 pour réaliser le chemin inverse au printemps, chose qu'il est le seul à avoir réalisé. C'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Jetons un coup d'œil à la météo de votre lundi 1er juin. Comme les journées précédentes, c'est un léger voile nuageux qui est présent dans le ciel vendéen. Le temps reste cependant sec. Les températures débutent à 12 degrés ce matin au réveil du côté de Montaigu-Vendée. Comptez 13 pour la ville-préfecture de La Roche-sur-Yon et la Châtaigneraie. 14 degrés à Fontenay-le-Comte. Il fait légèrement plus chaud sur le littoral, jusqu'à 16 et 17 degrés même sur l'île de Noirmoutier en cette première partie de journée. Pas de plus de l'info aujourd'hui, mais exceptionnellement cette semaine, dans la matinale, tous les jours, nous vous présenterons, à une semaine du grand départ de la Vendée Arctique, un court portrait des skippers qui prendront le départ de la course le dimanche 7 juin. Et pour commencer, zoom sur l'un des plus anciens de la flotte, Arnaud Boissière. Ce dernier est toujours à la recherche d'un copartenaire en prévision de son 6e Vendée Globe et prendra le départ de la Vendée Arctique à bord de son nouvel IMOCA, l'ex-Hugo Boss. Paul Deswatines est allé à sa rencontre. On a vécu quelque chose d'extrêmement fort avec Amicane pendant 10 ans. J'ai vécu un peu la même chose à l'époque d'Akanavarda. On a fait 7 ans ensemble avec Akanavarda. Donc c'était un contrat qui s'achevait au 31 décembre. Oui, c'était
plus ou moins prévu dans les mois avant d'en discuter qui ne continuerait pas. C'est un non-renouvellement et ce qui est chouette, c'est qu'on a mis en valeur surtout la valeur de notre partenariat qu'on a fait pendant 10 ans. Et je trouve que c'est une belle carte de visite, que ce soit avec Canard Vanda ou avec Micaïne, de montrer que j'ai fait 7 ans et 10 ans avec une entreprise vendéenne. À Primarine, il y a le co-naming. Pourquoi? Parce qu'à Primarine, déjà, ils sont partenaires avec moi depuis 6 ans. Donc au début, entre guillemets, ils étaient petits partenaires, je ne vais pas trop dire ça, mais voilà. Et au moment où la place s'est libérée, en discutant avec Lionel, à Primarine, ils sont basés ici, lui, il avait un intérêt à ce que son partenariat grossisse. Donc à Primarine a pris une partie du naming et je cherche un copartenaire qui s'associerait soit sur la Vendée Arctique, soit sur la Route du Rhum, et après pour les autres saisons. Avec l'objectif, c'est de vivre un truc extraordinaire en 2028 pour mon 6e départ de Vendée Globe. C'est ça l'idée. Après, c'est pas des millions d'euros que je cherche entre 200 et 400 000 euros par an. C'est des grosses sommes aujourd'hui, mais comparé à d'autres projets, ça reste quelque chose de beaucoup plus accessible. On est 9 bateaux. Des 9 bateaux, il y a quand même 7 bateaux avec des niveaux très, très importants en termes des skippers, mais aussi du bateau. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à naviguer propre, à naviguer bien et arriver à en mettre un ou deux derrière, quoi. Donc c'est un enjeu vraiment sportif. Il y a potentiellement 6 bateaux qui visent la victoire. Voilà, donc sur 9, ça fait quand même pas mal. Après, c'est moi qui ai mon épingle du jeu. Il ne faut pas rêver, c'est une course à risque, c'est une course qui peut être extrêmement dure. Nous, on se prépare à la Vendée Arctique comme on se prépare pour le Vendée Globe. Donc il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas être qu'une partie plaisir. Donc ça, c'est le mauvais côté des choses, c'est dommage. Moi, j'aime bien quand il y a des courses à 20 bateaux. Après, 40, c'est trop, mais 20 bateaux, c'est bien. La difficulté à Vendée Arctique, c'est essentiellement les conditions météo. Ça peut être du vent contraire fort, avec pas beaucoup d'échappatoires, c'est-à-dire que de part et d'autre, on a la côte. Il y a plein de zones interdites qu'on vient de recevoir ce matin, avec des zones de cétacés, de mammifères marins, où on ne pourra pas aller. Donc c'est semé d'embûches, c'est pas du tout droit. C'est des conditions qui peuvent être extrêmement agressives d'un seul coup. Une dépression à ces latitudes-là, au nord de l'Irlande, ça peut être extrêmement fort. Donc non, je pense que l'idée, c'est d'être sur la Vendée Arctique, prêt et serein. C'est une course un peu imprévisible. C'est une des rares courses où on n'a pas un schéma précis de ce qui pourrait se passer en termes de météo et en termes de ce qu'on peut rencontrer. Donc il faut qu'on soit armé le maximum pour être paré à l'imprévisible. Pour moi, j'attache beaucoup d'importance à être présent sur la Vendée Arctique parce que je suis basé au sable, je suis sablé, je suis vendéen. Et aussi parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que faire des courses, quand un bateau de course, pour se montrer, pour s'améliorer et aussi pour intéresser d'éventuels copartenaires. Et je vous le rappelle donc, chaque matin dans la matinale, vous aurez le droit à un nouveau portrait de skipper qui prendra le départ de la Vendée Arctique. Et le lundi, nous parlons sport, c'est l'heure de votre chronique du jour. Avec au programme de votre journal des sports, la finale de Coupe des Pays de la Loire que jouait Pouzauges en football, des finales également de Coupe de Vendée, femmes et hommes en volley, avec un mot également de motocross, un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Encore du football et encore une finale pour Pouzauges qui remettait en jeu son titre de champion des Pays de la Loire contre Château-Gontier. Après leur victoire en Coupe de Vendée la semaine dernière, les Pouzaugers voulaient réaliser un doublé, mais le début de match est plutôt à l'avantage des visiteurs qui se procurent quelques belles occasions avant, à la demi-heure de jeu, d'ouvrir le score. 1-0 donc pour Château-Gontier, mais Pouzauges n'aura pas le temps de tergiverser. Directement sur le coup d'envoi, c'est Ahmed Chaibi qui permet à ses coéquipiers de revenir à égalité un partout, mais au pire des moments, juste avant
la pause, Château-Gontier va reprendre l'avantage de cette lourde frappe 2-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Pouzougers en bleu vont revenir une nouvelle fois au score à la 52e minute. Malgré de belles occasions de part et d'autre, on en restera là, 2 partout à la fin du temps réglementaire. Après une longue saison, les deux équipes vont se départager aux prolongations 2 fois 15 minutes. Et à la 97e minute, c'est l'ancien joueur professionnel Gaëtan Charbonnier qui va délivrer les Pouzougers et offrir la victoire. 3-2 pour Pouzauges qui résistera bien et qui remporte donc sa deuxième Coupe de Pays de la Loire consécutive. 2 sur 2, ouais. On avait franchi la première étape la semaine dernière. On savait que celle-là serait pas simple, elle l'a pas été. Voilà, on connaissait la qualité de l'adversaire. On a joué une très belle équipe. Donc je suis fier des gars de ce qu'ils font ce soir. Fin décembre, quand on perd 1-0 à la balle, si on m'avait dit tu finiras deuxième et tu prendras 2 coupes, je pense qu'on est plus d'un, on aurait signé tout de suite. Donc, mais là, franchement, comme je disais, j'ai pas de mots pour décrire ce que les gars ont fait encore aujourd'hui. C'est énorme. Ouvrons notre chapitre volley. Le club de Montaigu accueillait les finales de la Coupe de Vendée femmes et hommes. La finale femme voyait s'opposer Montaigu-Vendée-Boufféré à l'équipe de l'AS Landaise. Et après avoir reporté les 2 premiers sets, les Montacutaines sont revenus à 2-7 partout. Et dans le 5e et dernier set décisif, c'est bien l'AS Landaise qui l'emporte 15-19, 3-7-2 et une nouvelle victoire en Coupe de Vendée. C'est le premier match de ma vie qu'on fait dans un sauna. D'accord, donc ça a été très très dur. Les filles, on ne sentait pas un petit peu les jambes par moment, donc c'est compréhensible. L'équipe en face, l'équipe de Boufféré, ils ont beaucoup de mérite, ils n'ont rien laissé passer. Ils ont regardé un peu sur les 2 premiers sets, mais après, bon, ils ont sauté, ils ont plongé sur tous les ballons. Ils nous ont mis vraiment en difficulté, il fallait qu'on aille chercher en fond de nous-mêmes pour ramener cette victoire et cette énième Coupe de Vendée pour moi. Donc je suis très heureux. Pour la finale homme, Montaigu s'était une nouvelle fois hissé en finale face à l'équipe de La Roche. Dans une finale à sens unique dominée par les Lyonnais 25-19, 25-17 et 25-19, 3-7-0. Nouvelle Coupe de Vendée pour les Lyonnais. On sait que c'est toujours dur les finales de Coupe de Vendée, on commence tard et il fait très chaud aujourd'hui et il faut rester concentré jusqu'à tard. Donc on savait qu'il fallait tenir le choc et rester concentré pendant tout le set. On a tenu jusqu'à la moitié du set et sur les 3 fins de set, on accélère et on tue le match à chaque fois. Donc c'est une belle performance. Un mot de motocross à présent, puisqu'Apremont accueillait ce week-end le championnat de France de motocross national qui regroupait plusieurs catégories nationales et vétérans dans différentes séries. La course principale du dimanche était la finale et 2e manche de national 450 et c'est Julien Pelletier qui s'est imposé devant Dorian Join et Mathieu Santoni. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen. Et sur le plateau de 85 chronos, ce soir à 18h45, l'équipe vendéenne de cyclisme Vendée U en compagnie de Paul Deswatines. Il est l'heure désormais de passer à votre extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Trésor caché présentée par Marion Blanchet. Elle vous emmène cette semaine à la découverte du bourg de Saint-Étienne-du-Bois, à la découverte de son patrimoine vieux de plusieurs siècles. Avançons vite retrouver Laurent et partons marcher dans les rues de Saint-Étienne-du-Bois pour découvrir toutes ces pépites patrimoniales, principalement constituées de maisons. Laurent, merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir, très heureux de vous accueillir à Saint-Étienne-du-Bois. Sous le soleil. Exactement. Après période de pluie, on a un beau soleil, donc c'est la belle journée. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Laurent, tu nous as donné rendez-vous dans le bourg de Saint-Étienne. C'est vrai que pour qui passe comme ça rapidement dans Saint-Étienne, je pense que quand même tout le monde est étonné, surpris, se questionne par rapport à ce bâti. Exactement. Ce bâti ancien. Ouais. Ça va être notre sujet. Complètement. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Alors en fait, je vais essayer de vous faire découvrir un patrimoine qui remonte en partie au XVIIe, XVIIIe siècle, parce qu'en fait, ici, on est dans les marches de Bretagne. Alors les marches de Bretagne, c'est une sorte de no man's land qu'il y avait entre la Bretagne et le Bas-Poitou à l'époque. Ça remonte à l'époque quasiment des Romains
les soucis qu'il y a eu avec la Bretagne pendant très longtemps. Et à partir du XVe siècle, après la guerre de succession, on va dire, de Bretagne, le roi de France et le duc de Bretagne vont exempter d'impôts en fait une bonne partie, 17 paroisses en fait, entre la Bretagne et le Bas-Poitou, pour les récompenser ou du moins les dédommager de tous les combats qu'il y a eu à cette époque, quoi. Donc ça veut dire que jusqu'à la Révolution française, dans ces 17 paroisses, on ne paiera pas tous les impôts royaux, quoi. Donc ça va attirer des gens qui vont faire construire ces grandes maisons de maîtres. Et ce nouveau numéro de Trésor caché, donc à retrouver dès demain matin sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre Café Cuisine. Et félicitations à Nathalie des Sables d'Olonne qui repart avec les 2 places de cinéma offertes par le Cinéville la semaine dernière dans le jeu de la matinale. A gagné cette semaine dans votre jeu 2 entrées offertes par les Nuits de la Sablière, le festival pyro-musical qui aura lieu les 17 et 18 juillet à Saint-Christophe-du-Ligneron dans le nord-ouest Vendée, avec cette question à laquelle vous devez répondre. Quel chanteur français parcourt actuellement la Vendée à pied dans un projet musical itinérant? Nous en avons parlé déjà à plusieurs reprises, que ce soit sur notre antenne ou bien également sur les réseaux sociaux de TV Vendée. Vous ne devriez pas avoir de mal à trouver la réponse à cette question. Je vous donne tout de même un indice. En ce lundi 1er juin, nous cherchons donc un chanteur français révélé dans les années 2000 par une émission de télé-crochet. Et si vous avez trouvé la réponse à cette question du jeu de la matinale, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour le faire. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Élise Blanchard dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 7h demain, même endroit, même place. À très vite. Don't worry, baby. Just call my name.